Dimanche 31 décembre, à 20h, Emmanuel Macron présentait ses vœux aux Françaises et aux Français. Mes chers compatriotes. Pendant ce temps-là, l'Australie et l'Asie étaient déjà passées en 2018. La tempête Carmen s'invitait pour la fête et chacun d'entre vous, sur votre bien nommé 31, devait peut-être déjà commencer à trinquer. Mais Emmanuel Macron, lui, le président, pour la première fois, et malgré ses nouveaux airs et cette nouvelle ère, n'y échappait pas, les traditionnels vœux de bonne année. Alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter, pour la première fois, l'image tout autant traditionnelle. Seul à son bureau, face caméra, poings liés, plan serré, air grave ou sourire crispé, l'exercice semble rôder. Rien à voir avec ses mouvements dans l'Élysée, rien à voir avec la promesse d'une présidence en marche, loin des mandats figés. mes vœux pour l'année 2018. Les mots traditionnels eux aussi. Une pincée de nation, Une grande nation, un zeste de paix et d'espérance, de la paix et de l'espérance. une louche d'humanisme, Cette exigence humaniste, un fond de Marseillaise et un pense-bête au mur, la fraternité. la fraternité, c'est ce qui nous unit. Une recette classique, agrémentée d'un peu de vous, Dire ce que vous voulez. de quelques nous Nous avons besoin du travail. et de beaucoup de jeux. C'est de cela dont j'ai besoin. S'y retrouvait même une odeur d'Amérique et de John Kennedy. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays. Ask what you can do for your country. À se demander en quoi ce président est une nouveauté. En quoi 2018 sera une nouvelle année et à quoi bon présenter chaque mois de janvier de chaque année ses nouveaux souhaits. Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2018. Car oui, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était l'année passée. Et l'année d'avant. Et encore l'année d'avant. Mes chers compatriotes, Aux presque 60 ans de notre 5e République, et malgré quelques ratés, pas un 31 sans ce passage obligé et sans ses vœux de bonne année. Mes chers compatriotes, Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. En ces dernières heures de l'année 1972, Français. Pourquoi donc renouveler un exercice qui semble condamné ? En quoi une promesse vaut-elle quand elle est tant et tant réitérée ? Bonsoir et bonne année. Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2018. Pourtant, la dernière fois que j'ai lu ça, c'était du Hannah Arendt. Et voici ce qu'elle nous disait. Si nous n'étions liés par des promesses, nous serions incapables de conserver nos identités. Nous serions condamnés à errer sans force et sans but, chacun dans les ténèbres de son cœur solitaire que rien ne peut dissiper. Nouvelle année ou pas, la prochaine fois pensez-y. Vive la République et vive la France. Bonjour, bonsoir à tous. Alors comme Fabien l'a annoncé, le thème de ce soir c'est le nouvel homme. On va revenir sur cet intitulé. Avant ça, je vous rappelle, déjà je vous remercie d'être présents ce soir et je vous rappelle un petit peu l'idée de ce dispositif, de cette rencontre mensuelle de décryptage. Alors comme à chaque fois, il y a un thème, des images choisies
par mes deux invités, et donc deux invités qui vont les décrypter. Alors, comme l'a dit Fabien, qui dit nouvelle année dit nouvel homme et nouvelle femme. J'ai essayé de mixer les deux. Ce sera le thème donc, de ce soir et l'occasion de nous projeter vers cette nouvelle humanité, peut-être l'humanité qui est déjà là. Certains disent transhumanité, d'autres même post-humanité. En tout cas, une humanité qui n'est pas au futur, mais plutôt au présent, qui est déjà représentée, déjà esthétisée, déjà incarnée. Alors au programme, des images connues ou plus inattendues de ces nouveaux humains. On aura Blade Runner, on aura l'Orlanoïde, on aura des corps augmentés, des robots, des striptease, des androïdes, et surtout à mes côtés pour en parler. Donc mes deux invités, l'artiste française mondialement connue, artiste transmédia et féministe Orlan. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma gauche, le philosophe Jean-Michel Beignet. Alors je cite quelques-uns de vos ouvrages qui ont trait à ce thème de ce soir. Les robots font-ils l'amour? Le transhumanisme en 12 questions. L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile. Et enfin, demain, les post-humains. Le futur a-t-il encore besoin de nous? Avant de découvrir vos images, je veux revenir sur le titre même de cette rencontre qui s'intitule « Le Nouvel Homme ». Quand j'ai proposé à Orlan cette rencontre et que j'ai dit « Voilà, j'aimerais que vous veniez parler des images du Nouvel Homme », j'ai eu droit, je pense, à un grand agacement. Je me suis demandé même si Orlan allait accepter de venir. J'ai failli ne pas venir, ça c'est clair. Finalement, vous êtes là. Je vous ai convaincu de venir justement pour dire que le Nouvel Homme n'était pas un nouvel homme, mais qu'il fallait tout de suite aborder cette question de nouvel homme, nouvelle femme, en tout cas, nouveaux humains. Oui, merci que je prenne la parole là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment insupportable, parce que les choses s'inscrivent dans la langue, dans le langage, et les mots ne sont pas des objets, ou en sont peut-être, mais sont surtout des concepts. Donc, dans tous les textes, que ce soit philosophique, que ce soit sociologique, que ce soit psychanalytique, que ce soit littéraire, anglophone ou américain, c'est human ou human being. Les droits des êtres humains. Ça change quand même complètement le concept, les réactions en chaîne et tout ce qui peut se passer avec ça, quoi. Donc, c'est insupportable que systématiquement nos traducteurs traduisent par homme quand il est écrit human ou human being. Et dans notre langue, nous avons ces trois possibilités. Donc, je pense que je demande à chacun et à chacune d'être conscient que tous les mots qu'on emploie, que ce que l'on fait, c'est politique, que le corps est politique, que le privé est politique, et que la manière dont on fabrique effectivement ce que l'on dit à l'autre et même ce que on se dit, c'est vraiment important parce que ça fabrique effectivement l'idéologie dominante. Merci beaucoup d'avoir fait cette mise au point. Jean-Michel Beignet, je ne vous ai même pas dit bienvenue et bonsoir. Donc je le fais maintenant. Vous aussi, vous vouliez réagir sur ce titre de Nouvel Homme. Et d'ailleurs, quand vous avez suggéré des images, vous m'avez dit que c'est plutôt des figures féminines qui me viennent en tête quand je veux parler d'une nouvelle humanité. C'est vrai que je me suis surpris à n'identifier l'homme nouveau que sous la figure de femme. C'est étonnant et je ne m'y attendais pas. Cela étant, si l'homme nouveau, comme le pensent les transhumanistes, est cyborg, c'est le neutre qui va gagner. Hein, si les humains sont fabriqués dans des utérus artificiels, s'ils sont issus de clonage, on en a bientôt fini avec l'opposition des sexes. Hein, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les féministes américaines sont très, très intéressées par toutes les problématiques transhumanistes. On va, grâce au transhumanisme, en finir avec les oppositions entre la nature, la culture, la vie, l'inerte, l'homme, la femme, etc. Donc voilà, cette expression homme nouveau, c'est nouvel homme. Nouvel homme. Hein. Oui, moi, je préfère le Beaujolais. Là aussi, il faudrait homme nouveau, nouvel homme. Homme nouveau, c'était une expression des futuristes italiens, Marinetti. Et on était dans quelque chose de beaucoup plus sulfureux. Hein. Parce que quand Marinetti disait « il faut travailler à réaliser l'homme nouveau, l'homme d'acier », disait-il, cet homme nouveau, cet homme d'acier devait nous débarrasser de la femme. C'était ça, la normal, mais jusque-là, il a raison, il n'y a pas de problème. Bah oui,
Bon, en tout cas, l'expression que vous avez choisie, Géraldine, bon, elle m'a évidemment un petit peu... Elle n'est peut-être pas très bonne, ça n'est pas la meilleure, en tout cas, elle soulève le débat. En tout cas, d'entrer dans le vif du sujet. Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet grâce à vos images. On a parlé donc de nouvel homme, d'humain, d'homme nouveau, effectivement, et cette idée, la nouveauté de proposer de nouvelles images, de proposer de nouvelles représentations, de pousser des limites, de les repousser. Et j'aimerais qu'on voit tout de suite une image que vous avez proposée, Orlan, une image que l'on vous doit. C'est l'image numéro 1 que l'on va tout de suite voir à l'écran. Mais entre-temps, je voudrais absolument vous présenter mes vœux de 2018 pour la fraternité et la sororité. C'est dit. Alors Orlan, vous pouvez continuer à prendre la parole puisque c'est une œuvre que vous avez, une œuvre de vous que vous avez proposée qui date de 1965, qui s'appelle Tentative de sortir du cadre. Alors là, on entend bien cette idée de nouveauté qui consisterait à repousser les frontières. Les images d'une nouvelle humanité passeraient déjà par une transgression des limites. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Tentative de sortir du cadre. Ça ne veut pas dire que parce qu'on tente, on en sort. Mais en tout cas, tout à coup, on se met à penser autrement. On met en perspective le cadre qui non seulement nous limite, mais nous formate. Et ça, c'est vraiment très important, parce que si on a conscience du cadre, on peut le dépasser, on peut le traverser, on peut jouer avec, on peut le casser, on peut en reconstruire un autre. Mais la plupart du temps, les cadres qui nous ont formatés, et qui nous limitent, bien sûr, sont des cadres qu'on n'a même pas conscience d'avoir en soi. Et quand on dit « je », on croit que c'est nous, je, qui parle. Et en fait, c'est toujours ce qui nous a fabriqués et ce qui nous limite. Donc, ce qui nous donne des repères, peut-être, mais en tout cas, qui nous commande aussi d'être à tel endroit, de telle manière et dans tel cadre. Jean-Michel Beignet, sur cette question du cadre, est-ce que toutes les problématiques qui sont soulevées autour du transhumanisme, du post-humanisme, finalement, partent aussi de cette problématique des limites et du cadre. Oui. Alors moi, je voudrais souligner une chose que vous n'avez pas évoquée, c'est que vous sortez du cadre, mais masqué. Ah, alors est-ce que je peux faire une petite parenthèse rapide ? Je ne sais pas si vous avez le droit, mais... Non, allez-y. Continuez, je vous parlerai après. Donc sortir du cadre masqué, moi c'est ça qui m'intéresse un petit peu, parce que, bon, Géraldine me tend la perche, les transhumanistes, par exemple, ce sont des gens qui proposent bien évidemment de sortir du cadre, c'est-à-dire sortir des normes, sortir des formats, sortir de ceux qui délimitent, qui nous délimitent comme humains. Donc il faut bien sortir du cadre. Cela étant, les transhumanistes ne nous disent pas souvent brutalement qu'il faut en finir avec l'humain. Ils disent non, on va modifier l'humain, on va l'augmenter. Et puis alors les plus radicaux disent on va tellement l'augmenter qu'il va cesser d'être humain, il va devenir autre chose. Il sera sorti du cadre. Mais la plupart des transhumanistes sortent du cadre masqués. Ils font croire qu'ils sont au service de la cause de l'humain, puisqu'ils vont le débarrasser de ses limites, alors qu'en réalité, ils détestent les humains et ils veulent en finir avec lui. Alors, vous allez tout de suite comprendre qu'effectivement, si on nous a invités, c'est qu'effectivement, on n'a pas du tout les mêmes idées. Non, loin de moi l'idée d'un débat, quand même. Alors, moi, j'adore les débats vifs. J'adore les débats vifs. Alors, okay. Et j'aime surtout quand ils sont poursuivis avec une argumentation, et je ne doute pas que vous en avez, et effectivement, dans un respect des deux personnes, mais où vraiment, on peut se dire des choses qu'on ne dit pas, par exemple, dans l'amitié, qui, comme disait Proust, nous fait perdre beaucoup de temps parce qu'on essaye de ne pas se fâcher, alors on ne parle que des sujets qui ne fâchent pas. Et alors, il faut que je réponde beaucoup de choses. D'abord, j'ai fait une série d'œuvres qui s'appelle Body Sculpture, et effectivement, j'ai fait une série sur tentatives de sortir du cadre, mais j'ai des tentatives masquées et non masquées. Ce que j'essaye de dire à travers ça, c'est qu'effectivement, il y a des moments, des situations, parce que la vie est une réalité de situations successives qu'il faut gérer.
il y a intérêt à sortir avec un visage à découvert ou parfois avec un visage masqué. Ça dépend de l'analyse qu'on a de la situation et ce qui est le plus efficace. Donc, vous auriez pu aussi me voir sans masque. Alors, quant au transhumanisme et l'homme augmenté, ou l'humain augmenté, n'est-ce pas ? Eh bien, écoutez, on est déjà très augmenté. Hein. On est vraiment très augmenté. Déjà, avec nos lunettes, on est très augmenté. Si je ne les avais pas, je ne verrais pas très clair. Pas d'accord du tout. On est très augmenté. Vous êtes réparé avec vos lunettes. On est très augmenté avec nos téléphones. Moi, vous savez, quand j'étais adolescente, dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu penser que j'avais un Android dans la poche, qui allait être une prothèse merveilleuse, qui allait me permettre de poser des questions dans le monde entier, d'être en raccord avec mes amis ou mes ennemis immédiatement dans le monde entier, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est une augmentation qui me va très bien. Donc je pense qu'il y a énormément d'augmentations qui me vont mieux. Par exemple, tentative de sortir du cadre. Pour moi, j'ai fait des pétitions contre la mort. Pour moi, il n'y a rien de pire que la mort. Et ça fait des millénaires qu'on ne nous demande pas notre avis. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il y a des millénaires qu'on ne nous demande pas notre avis. Est-ce que vous avez envie de mourir ? Est-ce que j'ai envie de mourir ? Est-ce que vous avez envie que vos enfants meurent, que vos parents meurent, que vos amis meurent ? Je crois que ce n'est pas très naturel d'avoir envie de mourir. Et en fait, toute sa vie, on n'arrête pas en fait de mourir. On sait très bien ce qui nous attend. Et en plus, dans des souffrances abominables, avec une perte de nos moyens totale, etc. C'est absolument dégueulasse. C'est disgusting, quoi. La vie est un serial killer et la plupart du temps extrêmement sadique. Donc, moi, je suis absolument contre cela. Et en plus, dans un premier temps, parce que je pense qu'il faudra des étapes pour ça, je voudrais absolument être augmenté, être hybridé, par exemple, avec une baleine. Parce que ces baleines qui passent leur temps à avaler du plancton, eh bien, il y en a qui vivent 320 ans. Mais elles ne parlent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est insupportable. Les séquoias géants vivent 2000, 3000 ans, en faisant jusqu'à la fin des feuilles merveilleuses, des branches magnifiques. Qu'est-ce que c'est que cette injustice totale de la longévité ? Oh, la jalouse. Mais c'est dégueulasse. Ah, ben je le suis, mais grave. Non. Mais on ne peut pas dire que toutes baleines, les injustices sont juste de la jalousie. Mais les baleines ne parlent pas. Les baleines rencontrent d'autres limites que celles de l'âge. Elles parlent autrement. Elles font du bruit, elles font des sons, elles communiquent. Donc non. Non, mais il faut effectivement mettre le doigt sur cette limite ultime qui est celle de la condition humaine, qui est que nous allons tous mourir effectivement. Et est-ce qu'on peut considérer que décaler cette limite-là de la mort, ou alors carrément la transgresser et devenir immortel... Signez ma pétition, si on signe tous ensemble, on a peut-être une chance. Est-ce que finalement repousser cette limite, est-ce que c'est une réparation ? Est-ce que finalement il faut on pourrait pallier cette injustice en signant une pétition totale, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on est augmenté en pensant décaler l'âge de la mort, voire annuler la mort ? Est-ce que c'est une réparation ou une augmentation ? Bon, je crois qu'on a bien posé le problème dans des termes tout à fait métaphysiques. On a des problèmes, nous, les humains, depuis le début, avec ce que l'on appelle chez les philosophes la passivité du corps. Ou la finitude. C'est la finitude, c'est ce qui nous est imposé. Vous n'avez pas choisi d'être... Par qui ? Par quoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'avez pas choisi d'être ce corps-là plutôt qu'un autre. Vous n'avez pas choisi de vivre aujourd'hui plutôt qu'hier. Donc, on a affaire avec cette passivité. Et toute la culture humaine est précisément une réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on fait de cette passivité première qui est incarnée dans nos cœurs ? Alors, on a eu des formes de sagesse quand même considérables. Enfin, chez les anciens, la question, c'était pas de savoir si on allait vivre longtemps, mais si on allait vivre intensément. Hein. Mieux vaut vivre intensément que... L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, sans doute. Vivre bien, en tout cas. Vivre bien, hein, c'était quand même... Ça n'existe pas, on vit très mal. La formule fondamentale. Ulysse, quand Calypso lui propose l'immortalité, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ben non, moi je préfère largement l'aventure, je préfère largement le hasard,
et je préfère largement ma vieille Pénélope. Il est allé, il est rentré à Ithaque. Et c'était une belle figure que cette Ulysse. Je vous en prie, rentrez à Ithaque, rentrez à Ithaque. Oui. Donc, moi, je ne suis pas persuadé de vouloir cette immortalité animale qui permettrait à mon corps de fonctionner. Mais je suis un animal, de toute manière. Mais vous êtes Mais pas aussi immortel, autre chose, hélas. Mais justement. Donc, je crois qu'on pose vraiment là le problème. Alors, augmentation, réparation. Évidemment que ça n'est pas la même chose. Moi, mes lunettes me réparent, c'est évident. Si j'avais une hanche en plastique, elle me réparerait, elle ne m'augmenterait pas. Elle égaliserait une Par injustice. contre, quand Orlan pourra, grâce à CRISPR-Cas9 notamment, se faire greffer des gènes de chauve-souris ou des gènes de baleine, elle sera bel et bien augmentée. Et de séquoia géant. Ou de séquoia aussi, vous voulez. Écoutez, vous ferez la liste et puis on verra. Parce que ce qu'on peut faire. On doit pouvoir faire quelque chose. Et là, effectivement, c'est là que se pose le problème. Pourquoi faire cette augmentation? Pourquoi vouloir l'écolocation des chauves-souris ou la sensibilité aux ondes électriques des requins? Pourquoi faire? Alors il y a des gens qui répondent. Parce que vous serez plus performant. Il faut poser la question aux requins. Dans une société performante et compétitive comme la nôtre, on a besoin effectivement de gens qui éventuellement auront ce plus qui leur permettra de faire des choses inédites et qui seront éventuellement rentables, qui présenteront un retour sur investissement d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a les sages qui se disent qu'après tout, vivre, allez, disons, 100 ans, c'est pas mal, quoi. Et quelle horreur, qui ne voudront pas beaucoup plus loin. Moi, je connais quelques centenaires qui en ont marre. Ils en ont marre d'être oui, ils sont tellement mal. Oui, ils sont mal. Mais donc, il faut se débrouiller pour être bien. Bon, alors d'accord, mais c'est peut-être ce problème-là qu'il faut d'abord poser. Oui, le problème, c'est de vivre bien ou de mourir étape par vieux. étape, peut-être, mais bon... Il faudrait peut-être commencer par là. Non, c'est pas ou l'un ou l'autre. Il y a des tas de possibilités entre... Alors... examinons comment vivre des bien étapes. Et ensuite on posera la question de savoir. Alors, pardon. Non, allez-y. Je m'énerve parce que qu'est-ce que c'est que les sages? Les sages, ce seraient ceux qui penseraient par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à la tradition, qui accepteraient leur vie, qui seraient dans le consentement, alors que le consentement, il n'y a pas de consentement, il n'y a que de la fabrique de consentement. Donc, tu es bien fabriqué. Mais ça peut être des questions de logique aussi. Une histoire, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle ait une fin. Si je ne meurs plus, ma vie n'a pas de sens. Alors, j'ai aussi une autre réponse de pourquoi augmenter son corps, pourquoi vouloir vivre plus longtemps. C'est un extrait d'un documentaire que vous avez proposé, Jean-Michel Beignet. C'est l'extrait numéro 5. C'est un extrait du documentaire de Cécile Dangean qui s'appelle « Un homme presque parfait ». Ce sont les toutes premières minutes. Humain. Un homme. Hélas, elle l'a intitulé un homme. Il faudra lui écrire. Il faut vraiment la reformater. Voilà, il faudra la reformater. Vous allez voir les premières minutes de ce documentaire qui pose effectivement toutes les questions que soulève cette problématique de l'humain augmenté. Extrait numéro 5. Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé. Laissez-vous faire, la science s'occupe de tout. Vous voulez une nouvelle paire de jambes? Vous souhaitez être plus fort, plus rapide, plus intelligent? Pas de problème. Grâce aux dernières nanotechnologies et aux nouvelles avancées de la robotique, vos capacités seront décuplées. Pour votre descendance, choisissez vos options comme celle d'une voiture. Un enfant de sexe masculin, brun aux yeux verts, avec le QI d'Einstein? Pas de souci, tous vos gènes sont sous contrôle et soigneusement réorganisés dans des tubes à essai. Dorénavant, le hasard n'a plus sa place sur Terre. Grâce aux stimulateurs cérébraux, aux puces électroniques sous votre peau et autres prothèses bioniques directement implantées dans le squelette, voici l'ère de l'humain augmenté. Fini les temps archaïques de l'homo sapiens tributaire de Dame Nature. C'est un rêve vieux comme le monde. Un fantasme qui n'était pas censé se réaliser un jour. Devenir plus beau, plus fort, plus intelligent. Repousser les limites de la condition humaine. Aujourd'hui, les progrès de la science nous donnent les moyens de tutoyer ce rêve.
Et voilà donc les premières minutes de ce documentaire de Cécile Dangean, hélas pour elle, mal intitulé « Un homme presque parfait ». C'est un documentaire qui date de 2010. Effectivement, on a là toutes les questions que soulève la question de cette nouvelle humanité qui repose sur le fait de repousser les limites qui nous sont imposées par la nature très injustement, effectivement. Et aussi cette idée de perfection, cette idée de, finalement, si on repousse ces limites-là, est-ce qu'on est encore humain ou est-ce qu'on devient Dieu ? C'est ça, en fait, comme si c'était l'idéal que chacun cherchait. Mais pourquoi on parle de Dieu ? Moi, Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie. Pourquoi on parle de Dieu ? Parce que c'est un Qu'est-ce être qu'il y a de foutre ici ? parfait, immortel. En tout cas, c'est ce qui est dit. On peut dire aussi, on peut aussi très bien questionner le fait qu'on ramène toujours ce désir d'immortalité au fait de vouloir ressembler à Dieu. Est-ce que vous pouvez en dire Écoutez, de ce choix de documentaire ? je voudrais dire à la décharge de Cécile Dangean que dans l'extrait qu'on a entendu, elle parle d'humain augmenté aussi. Hein. Bon, donc elle n'est pas complètement dupe d'elle-même. Cela dit, effectivement, cet extrait, il résume de manière assez saisissante l'ensemble des technologies sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui pour dire qu'on est à la veille de réaliser toutes les aspirations de l'humain. Hein, et ces aspirations de l'humain, évidemment, elles culminent, paraît-il, avec l'immortalité, mais c'est être plus intelligent, voir plus vite, courir plus, voir plus loin, courir plus, etc. En général, c'est du quantitatif d'ailleurs, vous avez remarqué. Hein, c'est pas du mieux, hein, c'est du plus. Hein, quand on parle d'humain augmenté, on ne parle pas d'humain amélioré, forcément. Hein, c'est humain augmenté. Hein, le terme américain enhancement pouvait être traduit en termes de qualité ou en termes de quantité. On a choisi la traduction augmentée. Ça n'est pas tout à fait pour rien. On aurait pu traduire comment autrement ? Améliorer. Hein, l'américain supportait aussi très bien l'expression humain amélioré, et ça aurait dit autre chose, hein, vraisemblablement. Donc cet extrait, il résume bien à sa façon hein, ce que les Américains appellent la convergence technologique, hein, qui permet d'envisager qu'effectivement on obtienne des prouesses, des performances accrues chez les humains. Alors ces technologies, c'est les nanotechnologies. Hein, travailler la matière à l'échelle du 1 milliardième de mètre, ça nous donne des perspectives, des possibilités, notamment en médecine. Si vous avez des nanorobots dans votre organisme qui sont capables d'aller chercher les tumeurs qui se développent, etc., on va faire des progrès. C'est les biotechnologies. C'est quand même pas mal. Pardon, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas mal, qui dit le contraire. Je suis en train de dire que c'est plutôt bien. Les procréations médicalement assistées, les biotechnologies, toutes les sciences de l'information qui permettent la dématérialisation et par conséquent la circulation accrue des informations, puis les sciences cognitives, les neurosciences qui ont été évoquées là. Donc voilà, c'est ce package de 4 disciplines qu'on appelle NBIC, hein, qui sont à la clé de ce qu'on appelle de manière jargonneuse un petit peu les anthropotechnies, hein, c'est-à-dire toutes ces technologies appliquées à la transformation de l'humain. Alors c'est ça, et c'est sur cette base-là, sur ce constat de progrès considérable qu'on peut discuter. Alors quand les transhumanistes se donnent la possibilité de dire, voyez, regardez, dans chacune de ces disciplines, on fait des progrès considérables, et quand on leur demande, bon, et vers quoi tout ça peut aller, quel serait le summum qu'on pourrait accomplir avec ces technologies, alors ils disent, c'était explicitement formulé par eux, qu'au fond, c'est quand on aura réalisé la pensée intégrale qu'on aura atteint le summum. Alors qu'est-ce que c'est la pensée intégrale ? Oui, si finalement il s'agit de repousser les limites, oui. Pourquoi en mettre une ? Voilà. Oui, là il y a une limite, c'est la pensée intégrale. Et la pensée intégrale, c'est le jour où vous n'aurez plus votre iPhone dans votre poche, mais dans votre cerveau. Hein, quand vous serez connecté directement avec Internet pénible, dans votre cerveau. Donc il n'y aura plus de médiation. On n'aura plus de batterie, rien, vous vous rendez compte ? Il n'y aura plus de médiation, il n'y aura plus d'outils à proprement parler, hein, parce qu'un outil, c'est toujours une médiation. Là, on sera d'emblée immergé dans cette chose-là, qui vous permettra de ne plus avoir de conscience de la différence entre le réel et le virtuel. Si vous n'avez plus de différence entre le réel et le virtuel, vous êtes effectivement dans l'illimité.
Hein, et certains se demandent si aujourd'hui on n'est pas déjà dans le virtuel, croyant être dans le réel. Bon, il y a une espèce de télescopage des choses qui est assez stimulant du point de vue intellectuel et qui permet à certains philosophes de gamberger là-dessus, et ça c'est tant mieux, mais qui pose quelques problèmes éthiques dont on peut effectivement discuter. Alors effectivement, parce que moi j'allais vous poser la question, présenté comme ça, quel est le véritable problème en fait entre avoir un iPhone tout le temps dans la main et l'avoir dans le cerveau? Quel est véritablement, et le vouloir être plus grand, plus fort, vivre plus longtemps, vivre éternellement, si certains le veulent, finalement, est-ce qu'il y a véritablement un problème en fait à vouloir transcender véritablement ce qui nous conditionne? Ouais. Écoutez, je pense que, alors je vais le dire de manière peut-être un petit peu abstraite, que le triomphe de l'humanité consiste dans le 3 et pas dans le 2. Le 2, c'est bon pour les animaux. Hein. Le 3, c'est le moment où l'être humain, dans son rapport à l'autre, a besoin du tiers qui va le faire grandir, qui va le faire croître. Hein. Les psychanalystes le disent à propos des enfants. Mais bon, c'est important, parce que quand on est dans le 2, on est dans les automatismes. Hein. Quand on est dans le 3, on est dans la négociation, la discussion, la réflexion, etc. Donc moi, je tiens beaucoup au 3. Et je considère que les technologies qu'on nous distribue, qu'on nous impose de plus en plus, tuent le 3, tuent, par exemple, cet instrument fondamental qui est l'instrument de la médiation, par exemple le langage. Le langage. Vous savez que parmi les transhumanistes, il y en a un qui est particulièrement célèbre, qui s'appelle Kevin Warwick, et qui tient un raisonnement assez sommaire. C'est un grand cybernéticien, au demeurant. Il dit ceci, il dit finalement tous les problèmes de l'humanité tiennent au fait que nous avons le langage. Nous avons le langage. C'est le langage qui est à l'origine de tous les problèmes, les guerres, le mensonge, la séduction, etc. La misogynie. La misogynie, donc. Il faut supprimer le langage. Et donc, il met en place toute une technologie qui devrait permettre à terme que nous communiquions directement de cerveau à cerveau, hein, grâce au traitement de nos circuits corticaux et aux ondes électromagnétiques, nous devrions pouvoir réaliser une espèce de télépathie. Vous voyez, donc cette ambition, elle est très emblématique de ce que je dis en disant on supprime le 3, la médiation, hein, qui permet l'intersubjectivité, et on fait prévaloir le 2, qui est toujours réductible à des automatismes. Hein. Donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je crois que c'est important de le souligner comme ça. Orlan ? Enfin, moi, je crois qu'on est dans des automatismes sans arrêt. Ne serait-ce qu'actuellement, je relève un tic de langage, en dehors du mot « homme », qui survient pour tout et n'importe quoi. Il y a un autre mot, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour dire qu'on est déjà là. Tout le monde dit à l'heure actuelle un mot qui n'existait pas avant, « du coup ». Mais c'est un point, par exemple, mes assistantes disent à chaque phrase « du coup ». C'est un mot qui n'existait pas, mais c'est devenu un automatisme où tout à coup, tout le monde dit du coup. D'ailleurs, vous m'avez dit une dizaine de du coup tout à l'heure au bar. Oui, bon. J'emploie beaucoup, donc, c'est un de mes défauts. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en plein dans ce truc-là, quoi. Et à la fois l'imitation de ce qui se passe à l'heure actuelle, au moment où on perçoit quelque chose. Et on est fabriqué avec ce type d'automatisme. Donc moi, ce que je voudrais préciser, c'est que je suis ni technophile ni technophobe, mais que j'adore vivre avec mon temps tout en ayant une distance critique. Mais ce n'est pas parce que c'est techno que je vais être technophobe. Je pense qu'on nous a dit, par exemple, des choses... avec le train, on nous a dit qu'on allait être collé contre les parois dès qu'il irait à 60 à l'heure. On nous a raconté des trucs pour nous faire peur, absolument, des nouvelles technologies, incroyablement. Moi, j'avais des amis au tout début des téléphones portables qui disaient « mais jamais je me laisserai diriger par un téléphone comme si j'étais en laisse, comme un chien ». Mais c'est complètement ridicule parce qu'il suffit d'arrêter le téléphone et de ne pas le regarder, ne pas l'écouter pour qu'il n'existe plus. Donc notre volonté peut bien en faire ce qu'il veut de cette technologie. Moi, je n'ai pas du tout peur en la technologie. J'ai peur en l'humain et ce qu'il va fabriquer. Donc ce qui m'importe, c'est que les mentalités
soit ouverte et soit capable de distance critique par rapport à ça. Mais vraiment, l'analphabétisme technologique ou numérique, vraiment, me paraît ridicule à notre époque. Moi, ce que j'aime, c'est vivre mon époque de la manière la plus intense, de voir ce qui s'y passe et à partir de ça, de faire quelque chose avec. Mais certainement pas de vivre comme on vivait il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, ou je ne sais quoi. Et effectivement, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est religion nous attire en arrière comme un aspirateur pour essayer de nous empêcher de vivre notre temps. Donc voilà ma position. Alors voilà. C'est là que c'est paradoxal, parce que finalement, en fait, on nous promet le progrès et des changements de paradigme, mais finalement, c'est la figure de Dieu qui ressurgit. Grâce à vous. On veut repousser, alors pas grâce à moi, grâce à des images qu'on vient de diffuser, grâce aussi à des éléments de langage qu'on entend. On est là justement pour les décrypter. On a parlé des limites, de repousser les limites. On pourrait aussi se poser la question de la représentation de toutes ces figures qui devraient être illimitées, ouvrir des champs de possibles et finalement ressemblent cruellement aux hommes et aux femmes. Aux humains. Aux humains. J'aimerais qu'on voit l'extrait numéro 2. Vous allez tout de suite reconnaître ce film et on en parle juste après. Les humains, c'est pas contre les hommes. Hein. Do you like our owl? It's artificial? Of course it is. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Deckard. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it Voight-Kampff for short. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Demonstrate it. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive. What's that going to prove? Indulge me. On you? Try her. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu cet extrait. C'est un extrait de Blade Runner de Ridley Scott, un film qui date de 1982. Vous y avez reconnu Harrison Ford, qui est donc un Blade Runner, Rick Deckard, et qui doit supprimer, tuer tous les réplicantes, en tout cas un certain type de réplicantes, qui sont en fait des répliques d'humains, en plus fort, en plus intelligent et sans émotion. Sauf que Rachel, elle a des émotions. Alors finalement, représenter une nouvelle humanité qui ressemble à l'ancienne, à quoi bon? Est-ce que là, nos représentations d'une nouvelle humanité n'est pas figée? Alors là, il faut aussi ajouter que les réplicants ont une durée de vie limitée, très limitée, 5 ou 6 ans, si je me souviens bien. C'est ça. Alors, ce qui m'avait intéressé, c'est pour ça que j'avais proposé qu'intervienne dans notre discussion la figure le visage aussi de Rachel. C'est Sean Young qui interprète. Pardon, Sean Young qui interprète Rachel. Ouais. Bon, elle est formidable, elle est belle, elle représente bien cette beauté canonique que les humains sont capables d'avoir définie. Stéréotypée. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Vous anticipez effectivement une beauté canonique, donc très très conventionnelle et stéréotypée. C'est le visage peut-être de la sérénité aussi. Il y a quelque chose, précisément parce qu'elle est dépourvue d'émotion, même si
elle va découvrir au cours du film quelque chose qui ressemble à de l'amour, et elle va apprendre, comme nos robots actuels doivent apprendre les émotions. Donc je trouve que ce personnage est assez caractéristique d'un certain nombre de nos fantasmes d'aujourd'hui. Parmi les transhumanistes, il y a ceux qui sont tournés plutôt vers la cybernétique et veulent le cyborg, mais vous avez aussi ceux qui sont tournés du côté de la biologie et qui veulent l'homme bionique. Et l'homme ou la femme bionique, l'homme ou la femme bionique sont incontestablement peaufinés, fabriqués sur un modèle qui est un modèle stéréotypique de cet ordre-là. Ce qui est intéressant dans le visage de Rachel, c'est qu'il ne semble pas qu'elle ait de singularité et qu'elle ait même une vie intérieure. Donc c'est un peu ce fantasme transhumaniste. Si on augmentait les humains, comme on le souhaite, si on confinait jusqu'au post-humain, vraisemblablement, le visage idéal aurait le visage de Rachel. Et pourtant, on a envie tout le long du film qu'elle soit encore plus humaine, que finalement, elle vive. On voudrait qu'elle pleure. On voudrait qu'elle pleure. On aimerait qu'elle soit amoureuse. Qu'elle ait des rictus à un moment donné, qu'elle ait des tics, que son visage tout à coup devienne dissymétrique. On voudrait qu'elle s'humanise de cette manière-là. Mais elle n'est pas programmée pour ça, c'est une chose. Donc même si elle va forcer un peu la porte et finalement se révéler beaucoup plus humaine que les humains, puisque c'est ça la logique de ce film. On a affaire à des humains, dont Harrison Ford est le représentant là dans l'image qu'on a vue, qui font la chasse à ces réplicants, qui tuent systématiquement ces réplicants, qui le font absolument sans aucun état d'âme. Et nous, les spectateurs, on se dit, quand même, ils exagèrent, c'est pas possible. Pourquoi ils sont... Parce qu'ils tuent quand même des réplicantes qui leur ressemblent, qui sont la copie conforme d'eux-mêmes. Donc, on se dit que l'émotion a disparu de la tête des humains que nous sommes. Nous sommes de moins en moins des êtres émotionnels. Et ce sont, au fond, ces extraterrestres ou ces réplicants qui eux, vont proroger l'émotionnel et finalement vont bel et bien prendre la place des humains à un moment ou à un autre. Orlan, est-ce que vous aviez vu Blade Runner, ou est-ce que du moins cette figure de Rachel, qui est à la fois un robot mais plus humaine que les humains, est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que finalement cette représentation très stéréotypée d'une nouvelle humanité ne vous convient pas du tout? Alors j'avais vu ce film il y a longtemps et je n'ai pas eu le temps de le revoir avant de venir ici. Mais de toute manière, enfin, ce qu'on voit dans la plupart des films de science-fiction, je ne les ai pas tous vus, c'est effectivement un stéréotype de femme, et il y a plus de réplicantes qui ont les premiers rôles que de réplicants, parce qu'effectivement ça excite plus. Mais aussi, on pourrait le voir peut-être, je pourrais le dire à propos d'un autre film, je crois qu'on va voir, je ne sais plus si c'est Avatar ou l'autre. En fait, à l'heure actuelle, mais je pourrais peut-être en parler tout à l'heure, mais bon, je suis lancé, tant pis. Allez-y. Tout le monde a dû voir Sophia, ce robot humanoïde qui a la nationalité saoudienne. Oui. Et qui ressemble énormément, je crois, au personnage d'Avatar, c'est bien cela. Donc, voilà, les stéréotypes, ils existent de partout. Ils existent sur les podiums où sont les mannequins de la mode. Ça existe dans les jeux vidéo, et on le verra tout à l'heure puisque j'en ai fait un. Ça existe de partout, quoi. On nous sert toujours le même type d'être humaine. Et ça, c'est très énervant pour moi, quoi, en tant que femme, parce que c'est comme s'il n'était pas possible d'avoir de l'intérêt ou d'avoir une pulsion sexuelle pour autre chose que ce type de stéréotype. Et là, c'est justement une manière de nous formater, si besoin était, de nous reformater, de nous surjouer, en fait, ce formatage qui est complètement intégré dans nos têtes et qui fait que finalement, justement, on ne peut plus sortir du cadre
parce que le cadre nous fabrique et fabrique ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on aime. Quand on dit j'aime ce type de femme ou ce type d'homme, c'est parce qu'on nous a fabriqués pour être cela. Moi, je travaille beaucoup sur la beauté et on aurait pu vous présenter, par exemple, un personnage que j'adore dans mes self-hybridations africaines. C'est une femme qui a l'air d'avoir tellement de plaisir, d'être tellement sûre d'elle et de sa séduction, et qui a, parce que dans sa tribu, c'est obligatoire pour faire bander les mecs, des très très grands labrets. Et bien sûr, comme elle a le plus grand de sa tribu, eh bien, effectivement, c'est celle qui fait bander le plus. Et si, en tant que femme, on était né géographiquement et historiquement dans cette tribu, on aurait été obligé d'avoir des labrets et les plus grands possibles. Sinon, ça ne marcherait pas. Alors qu'aujourd'hui, si on se faisait mettre des labrets, tout le monde considérerait qu'on est un monstre et qu'on est vraiment imbaisable. Voilà. Jean-Michel Beignet. Oui, non, en vous entendant parler de cette stéréotypie du visage de Rachel et de cette tentation de toujours recourir à des stéréotypes pour désigner la beauté, je me disais qu'au fond, ce qui résiste le mieux à la stéréotypie, c'est la représentation de la fragilité, de la vulnérabilité. Au fond, le visage de Rachel, si il nous laisse un petit peu en dehors, c'est qu'on ne sent pas cette fragilité. Donc il faut en tirer une conclusion, c'est que l'humain nous touche par sa fragilité, par sa vulnérabilité. Par ses imperfections. Par son imperfection. Oui, ça peut être par l'horreur qui nous inspire, ça peut être... c'est pas du tout uniquement par la fragilité, ça peut être aussi par la force, ça peut être aussi par la différence. Alors justement, Orlan, on va voir une image, c'est l'image une image d'une de vos œuvres qui s'appelle Bumpload. Est-ce qu'on peut peut-être la voir s'afficher? Parce que justement, on parle de stéréotypes, et finalement, dès qu'on tente de représenter une autre humanité, on revient toujours sur les mêmes représentations. Vous, en tant qu'artiste, comment vous essayez de vous représenter autrement, en fait, de ne pas tomber dans des stéréotypes? Comment vous faites pour fabriquer une autre image de vous-même, une autre humanité de vous-même? J'essaie de m'en sortir, et bien c'est très difficile, extrêmement difficile. Là, en fait, c'est une hybridation. J'ai travaillé beaucoup sur l'hybridation entre un corps de femme noire et mon corps. Et j'ai voulu fabriquer un corps qui soit à la fois solide et aussi qui soit accueillant, qui soit sympa, souriant, etc. Et ce personnage qui s'appelle Bumpload, qui veut dire charger les bosses, dans un des logiciels que j'emploie, et charger les bosses, comme j'ai déjà chargé les bosses avec des opérations chirurgicales, performances donc d'une manière charnelle, j'ai aussi chargé les bosses d'une manière sculpturale. Et ce que vous ne voyez pas sur la sculpture, c'est qu'en fait c'est une pièce, une installation interactive, et que suivant le nombre de personnes qu'il y a dans la salle et à quel endroit, la programmation lumineuse est tout à fait différente. Mais moi, ce qui est le plus important et qu'on ne voit pas vraiment sur cette image, c'est que le socle rouge que l'on voit, en fait, représente des atomes de coltan, et c'est en fibre optique. Et pour moi, c'est très important que ce personnage ne soit pas juste esthétique, mais qu'il essaye de dire quelque chose sur la dangerosité du sol africain. Et cette Afrique que j'ai beaucoup aimée, parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique, en fait, a, par exemple, entre autres, du coltan. Et le coltan, si vous regardez dans l'Internet, vous allez voir qu'il y a eu des millions de morts, parce que le coltan, c'est ce matériau, ce minerai très, très difficile à extraire, qui est dans tous nos téléphones et dans tous nos ordinateurs. Et donc, les tribus se font la guerre entre elles, et les militaires l'échangent contre des armes. Donc tout ça pour vous dire que cette œuvre, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et l'autre niveau que je ne vous ai pas amené ce soir, c'est qu'effectivement, à partir de ce personnage, j'ai fabriqué un jeu vidéo où, dans ce jeu, tuer n'est pas jouer. Alors que dans la plupart des jeux, je ne dis pas tous, mais la plupart des jeux, c'est vraiment plus on en tue, plus on gagne et plus c'est fantastique.
Et là, en fait, ce personnage, cette sculpture, qui devient petit à petit robot, peut trouver son humanité uniquement en refabriquant, en restaurant des œuvres qui ont été cassées. Bien sûr, je parle d'un certain nombre de choses qui ont été cassées et qu'on connaît. Et plus il refabrique ses œuvres, plus il retrouve son humanité, plus il devient humain. Et au final, tout le paysage dans lequel il est, qui est un paysage complètement de ruines, eh bien, ça se reconstruit. Le paysage se reconstruit quand il gagne. Donc, en fait, cette sculpture m'a servi pour effectivement faire cette démonstration en passant et à la fois du robot, de ce personnage de la sculpture au robot, à l'humanoïde et tout à coup à l'humain à travers un beau projet de reconstruction de soi-même et du monde. Voilà. Plus que de reconstruction, donc pas de changement en fait, de reconstruction. Oui, c'est de reconstruction d'un certain type d'humain, oui. Pas forcément un changement de soi ou de nature qui impliquerait... parce que ma question... Mais là, il y a plusieurs changements de nature, puisque ça part d'une sculpture, fait absolument d'une manière en 3D, etc. Oui, moi, Jean-Michel Beignet. Ce que je trouve fantastique en vous écoutant, c'est que je me disais que si nous étions augmentés à la manière dont fonctionnent les meilleurs des robots, nous n'aurions pas de système optique, nous aurions des scanners, et des scanners qui ne nous permettraient sans doute pas de déployer d'interprétation, comme vous le faites, de projection. Ainsi, cette œuvre peut appeler du commentaire, c'est que précisément on n'est pas dans la vérité, dans la certitude, et que nous avons un système perceptuel qui permet de varier les angles. Donc on est infiniment supérieur à ce que permettent actuellement évidemment les robots, et c'est tant mieux. Nous, on est au début. Mais je dois vous dire que moi, quand j'ai vu, parce que j'ai regardé aussi, moi j'ai eu une interprétation très très simpliste. Je me suis dit, mais la femme, c'est décidément un dragon. Vous voyez? Parce que je voyais... Il a peur des femmes, c'est clair. Hein. Projection totale grave. Mais vous savez, les dragons ont beaucoup la faveur, notamment des jeunes aujourd'hui. Et voilà, j'avais un système d'interprétation. Moi, je rentrais dans votre œuvre par cette porte-là. Non, vous savez, Duchamp a dit que qui faisait l'œuvre, c'était le regardeur. Voilà, donc, c'est ce que effectivement, dire. Vous savez, l'artiste que vous êtes ne peut pas récuser la projection que je ferai surtout voilà. Si vous voulez acheter l'œuvre, vous savez, moi, mes collectionneurs, je ne les contrarie pas. Hein. S'ils me disent ça, oui, c'est beau, ça ressemble le truc rouge, ça ressemble aux culottes de ma grand-mère. Je veux dire, oui, absolument, je l'ai fait en pensant à elle. Non, mais chacun, effectivement, amène que sa culture et que l'endroit où il est pour interpréter ce qu'on lui propose. Voilà, il lui faut de la culture aussi. Oui, ça, c'est un minimum. Alors, on va voir une autre de vos œuvres, Orlan. Alors là, c'est une vidéo, un extrait d'une vidéo d'une de vos œuvres qui s'appelle Liberté en écorché, qui date de 2013. On va en voir 1 minute. Et puis, juste après, on va continuer à voir un petit peu la vidéo derrière vous. Vous allez pouvoir apposer votre voix sur ces images. Alors, on va voir cette première minute. Et après, la lumière va se faire pour que vous puissiez prendre la parole.
Alors pour moi, cette œuvre est vraiment très importante parce que c'est un manifeste. C'est un manifeste à plusieurs niveaux de compréhension. Le premier, c'est que effectivement, j'ai voulu faire référence aux artistes, en pensant que la plupart des artistes sont des écorchés, à tel point que parfois, ils sont obligés de s'écorcher eux-mêmes pour faire œuvre. Mais aussi, c'était pour moi très important que ce soit un écorché, dans ce cas une écorchée, parce qu'effectivement, le racisme ne peut plus s'inscrire. Quand on ne voit pas si la peau est blanche, si la peau est noire, si la peau est jaune ou si la peau est rouge, le racisme ne peut pas s'inscrire. Et ça montre bien qu'en fait, sous la peau, eh bien, on est tous et toutes pareils. Donc ça me paraissait très important de dire ça à notre époque. J'ai voulu faire aussi un corps de femme justement pas stéréotypé. Et j'ai eu beaucoup de problèmes, aussi bien que dans mon jeu vidéo, en travaillant avec des graphistes qui, au demeurant, je respecte et qui aiment mon œuvre, ils n'arrivaient pas à faire un corps pas stéréotypé. Ça passait toujours par des images, mais vraiment incroyables. J'essayais de montrer ce que je voulais, pourquoi je le voulais, etc. Et pour eux, c'était impossible, c'était l'impensable. Et je voulais que ce soit un corps de femme lourd, solide, en tout cas un corps qu'on ne nous montre pas sur les podiums, qu'on ne nous montre pas dans les jeux vidéo, qu'on ne nous montre pas dans les films, qu'on nous montre nulle part. Et donc ça me paraissait très important. L'autre chose qui pour moi est vraiment très importante, c'est qu'effectivement je pars d'images anatomiques de planches traditionnelles, mais où j'ai essayé de ramener tout cela à notre temps en faisant un être plutôt cyborg avec des prothèses sphéracides, mais qui sont toutes des prothèses que j'ai déjà utilisées dans plusieurs de mes performances ou de mes œuvres. Mais surtout, le personnage... Ah, ils l'ont fini déjà, oui. Ah, bon. Le personnage, en fait, vous l'avez vu, prend au ralenti la position de la Statue de la Liberté. Et pour moi, c'était extrêmement important parce qu'on a tous besoin de liberté et de nos libertés. Mais quand on est un ou une artiste qui travaille sur la représentation du corps, qui travaille sur le sexe, qui travaille sur la sexualité, si on nous enlève cette liberté-là de montrer un corps, de montrer un sexe, ce qui est absurde puisque tout le monde en a un et tout le monde sait ce que c'est, eh bien, c'est fini, il n'y a plus d'œuvre. Donc pour le moment, il y a quelque chose qui s'avance de plus en plus contre la liberté d'expression, à tel point que dans l'Internet, ils sont en train d'aller chercher un sein pour l'effacer, pour empêcher qu'un sein soit montré. Ou bien moi, par exemple, j'ai fait une œuvre qui s'appelle L'origine de la guerre. Je vous laisse regarder mon site orlan.eu. Eh bien, L'origine de la guerre, effectivement, j'ai pris un homme pour remplacer le personnage de L'origine du monde de Courbet. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Et donc, effectivement, la plupart du temps, quand cette image est mise sur des sites, on les ferme. Ils sont fermés. Donc, je pense que la situation est vraiment absolument grave actuellement. Quand vous pensez que l'œuvre magnifique et très, peu réaliste de Domesticator devant Lislout a été interdite dans les Tuileries par le directeur du musée du Louvre, alors que ça faisait partie du parcours de la FIAC, c'est absolument ignoble. C'est insupportable. Donc, pour le moment, toutes les choses sont en train de se refermer, avec justement sous couvert de l'éthique, de la religion, la manif pour tous a beaucoup opéré, et c'est absolument incroyable. D'habitude, on voit dans la rue des gens qui sortent dans la rue pour demander plus de liberté, plus de choses intéressantes pour eux, mais là, c'est pour interdire ce que font les autres. Alors qu'à ces gens-là, on ne leur demande pas d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, s'ils ne veulent pas. On ne leur demande pas de ne pas faire de gosses, alors que pour le moment, notre plus gros problème, quand même, c'est la démographie, il faut bien se le dire. On ne leur demande pas de divorcer. On ne leur demande pas d'avorter.
on leur demande rien. On leur demande pas d'être homosexuels. On leur a jamais demandé. Eh bien, ils veulent interdire que les autres puissent vivre une vie différente. Donc voilà, là encore, c'est une tentative pour nous de sortir du cadre. Ce que je vous ai montré, c'est une tentative aussi de demander la liberté d'expression. Merci Orlan. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de souligner par rapport à cette œuvre, c'est qu'est-ce qui fait que l'on est soi quand on se montre à l'autre. Est-ce que c'est... Vous parlez de liberté en écorché, on ne voit plus la peau de cet humain. Et finalement, on ne connaît plus sa couleur de peau, on ne voit pas son sexe, on ne voit pas vraiment les traits de son visage. Finalement, la question qui se pose, c'est la question aussi de l'identification de ce nouvel humain. Est-ce qu'il aura un sexe? Est-ce qu'il aura un visage? Est-ce que finalement, la question de l'identité, en fait, elle est irréductible aussi au corps et qu'il faudrait plutôt se poser la question de qu'est-ce que devient l'esprit, en fait, dans cette nouvelle humanité? On parle beaucoup de la représentation parce qu'on travaille à partir d'images. C'est quoi l'esprit? L'âme. Et c'est quoi l'âme? Là, je pourrais pas... Vous savez, moi j'ai des œuvres qui disent ceci est mon corps, ceci est mon logiciel. Et je pense, alors peut-être à tort ou à raison, que je suis un corps tout entier, que je suis rien qu'un corps, et que c'est mon corps qui pense. C'est mon corps qui fabrique, à partir justement de mes 5 sens et de la matière chair, qui fabrique ce que je sens, qui fabrique mes émotions et qui fabrique ce que je dis. L'âme, ça peut être la mémoire, par exemple. Ah ben la mémoire, c'est pas l'âme, hein. Non, c'est la mémoire. Et ça n'est pas le corps. Comment? Et ça n'est pas le corps. Là, la mémoire est à côté du corps ou c'est le corps qui produit? Le corps a complètement ingéré la mémoire. D'ailleurs, moi, dans ma prochaine œuvre, il va y avoir sur les écrans je, avec une main qui raye je. Donc ça va se faire 100 fois. Et puis ensuite, il y aura une main qui écrira « Je somme ». Parce qu'effectivement, on est fabriqué à la fois de toutes les mémoires intérieures, de tout ce qui s'est passé avant, mais pas uniquement, je vais faire une petite parenthèse peut-être un peu longue, pas uniquement de sa petite culture, de sa petite communauté, de sa petite famille, de sa petite tribu. Parce que tous ces imbéciles qui sont pour la suprématie de la race blanche, s'ils se font faire leur analyse ADN, ils vont voir qu'un peu plus loin, dans le temps, eh bien, ils ont de l'Afrique dans leur gène. Donc, vous voyez, j'essaye, moi, pour répondre aussi au problème de l'identité, vous dire qu'en fait, moi, je suis pour les identités mouvantes, nomades, mutantes. Et que je pense que l'identité aussi s'adapte et change suivant les circonstances, suivant les gens qu'on rencontre, suivant ce que l'on dit, suivant les intercesseurs, et tout à coup se refabrique et devient autre chose et autrement. Et donc ça me paraît vraiment très important de dire cela. Je ne sais pas si j'ai bien répondu directement à votre question. Mais si, bon. Ça va. Ça va. Déjà, j'arrive à faire la distinction entre âme et mémoire, donc déjà, ça, c'est bon. Jean-Michel Beignet. Oui, en regardant votre vidéo, la première fois que je l'ai vue, j'ai été très, très sensible, moi, à la lenteur associée à la liberté. Ça me paraît très important, parce que je crois que dans un monde obsédé par la vitesse, on est de moins en moins libre et on le perçoit vraiment bien. Maintenant, la réaction de Géraldine me paraît tout à fait fondée, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qu'il en est d'un humain qui n'aurait plus de peau. Il n'aurait plus d'interface. Il n'aurait plus d'interface, précisément. Vous savez, François Dagonier, philosophe qui a été mon maître à un moment donné, disait ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. Alors moi, j'ai essayé de faire mentir cette phrase quand même, excusez-moi. Ah bon, écoutez, oui, mais je ne sais pas si vous y êtes parvenu. En tout cas, moi, je pense que quand même, la peau est évidemment à la clé de l'identité. Parce qu'elle nous singularise, elle fait interface. Et s'il y a interface, il y a possibilité
d'un même et d'un autre. L'identité suppose l'altérité. Et pour qu'il l'enveloppe, elle sépare. Pour qu'il y ait cette frontière, il faut la peau est en tout cas ce qui fait frontière et qui nous permet précisément d'avoir un alter ego avec lequel on pactise ou on agonise, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est une vraie question. En regardant votre vidéo, j'ai aussi pensé, mais c'était désagréable d'y penser, à cette exposition insupportable sur la plastination des corps. Ah, moi, j'ai adoré cette exposition. Oui, je m'en doute. Et effectivement, je suis furieuse que seulement chez les Français, on ait pu interdire cette exposition, alors qu'on l'a vue en Allemagne, en Amérique, et de partout. Eh bien, écoutez, sachez que j'étais à ce moment-là au comité scientifique de la Cité des sciences et de l'industrie et que j'ai milité farouchement contre cette exposition dont on savait très bien que les cadavres étaient des cadavres de Chinois condamnés. Mais on n'en sait rien. On a dit ça pour essayer de fermer l'exposition. On n'en absolument rien. On ne va pas, alors, on va pas refaire le débat. Mais vous savez, quand on a commencé à ouvrir les corps, et pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, on était obligé d'aller prendre des cadavres dans les cimetières, sinon il n'y avait pas de possibilité. Et c'était effectivement puni terriblement. Bon, ça n'a pas empêché un très grand homme, dont à l'instant je ne retrouve plus le nom, je ne sais pas pourquoi, de le faire et de nous instruire beaucoup sur ce qu'est l'intérieur des corps, sous la peau. Ambroise Paré qui fait ça. Non, c'est pas lui, enfin, peu importe. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, aujourd'hui, on a... parce que c'est l'objection, effectivement, que j'ai entendue de la part d'une de mes collègues, professeur au Collège de France, qui disait, mais elle est formidable, cette exposition, elle permet aux étudiants en médecine, effectivement, de voir l'écorché, etc. Bon, outre le fait que, encore une fois, la question qui se posait à nous, c'était de savoir d'où venaient ces corps, que c'était une vraie question. Et des corps qu'on mettait dans des positions stupides, ridicules. Ils font du cheval, de la bicyclette, ils sont sur des planches à roulettes. Enfin, c'est des trucs absurdes. Et puis par ailleurs, parce que les gens font du cheval, ça peut arriver. Oui, les gens font. Moi, un cadavre, j'ai pas forcément envie qu'il fasse de la. Mais c'est quoi un cadavre? Écoutez, je sais pas, je crois qu'on pourrait s'entendre assez sur la. Non, c'est quelqu'un qui a eu une histoire, c'est quelqu'un qui a été un enfant, qui a grandi, qui a aimé, qui a. Oui, mais un cadavre, c'est une chose. Ce n'est plus rien, ça n'a plus rien à voir avec la vie. Oui, écoutez, c'est là où on s'entendrait sûrement pas. Mais en tout cas, l'objection ne me paraissait pas valable parce qu'aujourd'hui, on a les technologies d'hologramme, on a du virtuel, etc. Du point de vue pédagogique, on peut parfaitement bien enseigner l'anatomie sans avoir besoin. C'était absolument superbe et je n'ai qu'une envie, c'est de me faire plastiner après ma mort. Bon, alors on arrête le débat ici sur... Si mort il y a, parce que je ne veux pas mourir, il n'est pas question. On n'arrête pas la rencontre là-dessus, mais on clôt ce débat sur cette exposition. Je vous propose justement de voir, puisque vous parlez de votre corps, Orlan, on va voir des images, ce sont les images 4 de tangibles striptease en nanoséquences. Alors, il faut que vous nous racontiez cette performance autobiographique interactive à laquelle, en plus, Jean-Michel Beignet a eu la chance de participer. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Il va pouvoir tout expliquer. Allez-y. Une performance qui n'a pas été interdite, pour le coup, pas comme l'exposition. Donc, allez-y, expliquez-nous. Ça se présentait tout à fait différemment. En fait... On a d'autres images ou on a que celle-ci? On a ces deux-là, public et vous. Ah oui, c'est court. Bon, en fait, il faut que je vous raconte un truc. Moi qui travaille sur le statut du corps dans notre société, via toutes les pressions traditionnelles, culturelles, politiques et religieuses qui s'inscrivent dans les corps, dans les chairs, et particulièrement celui des femmes, tout à coup, j'ai eu vraiment comme un pot de fleurs qui m'est tombé sur la tête. J'étais vraiment secoué. On m'a parlé des cellules ELA. Alors, je vais vous dire, vous faire profiter de cette chose-là qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux et des horizons vraiment incroyables. Les cellules ELA sont des cellules d'une femme qui est morte d'un cancer, d'une femme noire qui est morte d'un cancer. Et ces cellules, en fait, lui avaient été prélevées pour essayer de les analyser, de la soigner, etc. Et actuellement, il se trouve que ces cellules cancéreuses, qui sont des cellules donc dites
immortelles parce qu'elles peuvent se refabriquer sans arrêt. Et elles sont vendues dans tous les laboratoires du monde pour faire des expériences. Et tout à coup, je me suis aperçu qu'on ne pouvait plus penser le statut du corps dans notre société comme avant, avec toujours les formules à l'ancienne, mais qu'effectivement, à l'heure actuelle, ce qui se dit dans l'Internet, etc., c'est que cette femme morte, ayant produit des cellules qui sont des cellules cancéreuses, qui normalement nous font aller à la mort comme cette femme, sont des cellules qui continuent à vivre et qui, paraît-il, donc à partir d'un prélèvement qui était vraiment minuscule de chez minuscule, dans le monde entier, il paraît qu'il y a des tonnes maintenant de cellules qui ont été cultivées à partir de ces cellules-là, et sur lesquelles on a fait toutes les expériences possibles et imaginables depuis maintenant, je ne sais pas, c'était en 1850 quelque, je ne sais plus la date exacte à l'instant. Donc moi, ça m'a vraiment secoué. Et ce que j'avais déjà beaucoup commencé à m'intéresser au corps comme matériau, mais matériau dans sa chair, quoi. Et je me suis mis à m'intéresser vraiment à tout ce que mes yeux m'empêchaient de voir. C'est-à-dire toutes mes cellules, mon microbiote. Et j'ai voulu cultiver, en fait, ma flore vaginale, ma flore intestinale, ma flore buccale. Et donc, j'ai fait ça avec Pasteur, Polytechnique et Subbiotech. On a cultivé mes cellules. Alors, on ne voit pas le truc, mais en fait, l'idée, c'était comme de faire circuler mon corps dans le public. Donc, le public, d'abord, avait des très grandes pétries carrées dans lesquelles il y avait mes microbiotes. Alors, il y avait, par exemple, ma main, mon pied, ma bouche, mais il y avait aussi des prélèvements de toutes sortes, tous ceux que j'avais pu faire. Et j'avais aussi des cultures de mes propres cellules. Et donc, elles ont circulé dans la salle. Bien sûr, chacun était préservé avec des gants, avec une combinaison, avec un masque, etc. Et il y a eu un moment où je me suis fait prélever du sang, et il y avait un micro qui était sur mon cœur, et au battement de mon cœur, en fait, le sang, dans un petit tuyau en plastique, circulait comme ça dans tout le public. Et c'était un moment où on avait mis de la lumière noire, et j'avais mis dans mon sang quelque chose qui le rendait fluorescent. Donc les gens avaient entre les mains mon sang qui circulait, qui arrivait, suivant les battements de mon cœur, dans tout l'espace. Voilà, et c'était beau visuellement, puisque c'était en lumière noire. Donc voilà, vous savez tout, ou presque. Jean-Michel Beignet, alors vous avez vécu cette expérience, et vous avez un petit peu de Orlan rencontré une autre... Je n'ai pas consommé, moi. mais non, je... Vous n'avez pas essayé? Non, je n'ai pas essayé. C'est bien d'échanger les microbiotes. Je trouvais que ça vous appartenait quand même encore. Hein. Même si vos sécrétions vaginales étaient entre deux plaques de microscope, c'était quand même à vous. Hein. Donc, je n'y ai pas touché. En tout cas, moi, je trouve ça tout à fait intéressant parce que c'est vraiment un fantasme transhumaniste que celui qui est associé aujourd'hui à ce qu'on appelle les IPS. Les IPS, c'est les cellules totipotentes induites, pluripotentes induites. On a découvert, vous savez qu'on a deux types de cellules dans notre organisme. On a des cellules germinatives et puis des cellules somatiques. Les cellules germinatives, elles ont cette caractéristique de se reproduire à l'infini, sans s'user. Tandis que les cellules somatiques, elles se spécialisent et en se spécialisant, elles acquièrent une longévité réduite. Et donc le rêve des transhumanistes, c'est évidemment de pouvoir faire régresser nos cellules somatiques à l'état germinatif pour pouvoir atteindre précisément une longévité. Donc on parle des cellules souches. Absolument, absolument. Les cellules souches sont des cellules germinatives, et on a découvert le moyen de faire régresser des cellules somatiques à l'état de cellules souches.
Et donc c'est la porte ouverte aujourd'hui à la réalisation de nouveaux organes. Sans doute que dans quelques années, quand vous aurez un foie déficient, on mettra en culture des cellules souches de votre organisme pour fabriquer un nouveau foie et on vous le remplacera. Vous avez de la chance. Hein. C'est ça le fantasme, je pense. C'est pas un fantasme, c'est une réalité. Ça va fonctionner dans extrêmement peu de temps. Tout est en place. Je pense aussi, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, on était sur des représentations en fait de nouvelle humanité, que là, on est à l'intérieur d'un corps, c'est-à-dire qu'on a dépassé la peau, on a ouvert la peau, on a écorché la peau pour voir ce qui se passait à l'intérieur du corps. Je vous propose de regarder à la suite, oui, à la suite, ça va faire beaucoup, mais quand même 2 films, 2 extraits que vous avez choisis, Jean-Michel Beignet, qui permettent de poser la question de qu'est-ce qui nous appartient encore ? Est-ce que le corps nous appartient encore quand on le met en partage et quand on peut le manipuler à ce moment-là? Il y a d'abord l'extrait numéro 4 de Bienvenue à Gattaca et ensuite, dans un tout autre genre, l'extrait numéro 3, c'est Avatar. First, we may as well decide on gender. Have you given it any thought? We would want Vincent to have a brother, to play with. Of course you would. Hello, Vincent. You have specified hazel eyes, dark hair, and fair skin. I have taken the liberty of eradicating any potentially prejudicial conditions, premature baldness, myopia, alcoholism and addictive susceptibility, propensity for violence, obesity, etc. We didn't want, diseases, yes, but... Right, we were just wondering if it's good to just leave a few things to chance. We want to give your child the best possible start. Believe me, we have enough imperfection built in already. No, your child doesn't need any additional burdens. And keep in mind, this child is still you. Simply the best of you. You could conceive naturally 1,000 times and never get such a result. Holy shit. Do not look in her eye. Césaire. Damn, Césaire. Ikran is not horse. When Sahelu is made, Ikran will fly with only one hunter in the whole life. To become Aronyu, hunter, you must choose your own Ikran, and he must choose you. When? When you are ready. Alors voilà, on a eu 2 extraits extrêmement différents. Le premier sur le mode dystopique, Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, qui date de 1997, où on voit ce couple qui veut à la fois choisir son enfant, mais quand même, le paradoxe de la perfection, c'est que pour qu'elle soit, la perfection soit parfaite, il faut qu'il y ait un petit peu d'imperfection, sinon elle n'a pas tout. Et puis ensuite, un extrait de Avatar de James Cameron qui date de 2009, dont vous vouliez parler tout à l'heure, Orlan. Et juste pour dire ce que... Je voulais juste te dire vivement les drones, hein, parce que c'est quand même plus pratique que ce genre d'animal. Effectivement, vivement les drones. Alors, ce sera peut-être l'objet d'une autre image ou d'une autre séance. En tout cas, ce que ces 2 extraits sur un mode très différent montrent, c'est cette manipulation de l'apparence, mais aussi de l'intérieur du corps, des gènes, et
toute cette redistribution entre être quelqu'un ou avoir en fait des propriétés. Dans Avatar, par exemple, cette personne qui en fait est handicapée dans la réalité peut, dans le programme Avatar, avoir un corps tout puissant. On a là une dissociation, pour le coup, du corps et de l'esprit, même si j'ai bien du mal à définir ce qu'est l'esprit, ou que les deux, en tout cas, sont tout à fait liés. Et là, on a une redistribution entre ce qu'on a comme propriété et ce qu'on est encore comme humain, ou en tout cas comme être. Oui, c'est intéressant d'avoir mis les deux extraits l'un à la suite de l'autre. Le premier, très connu, Bienvenue à Gattaca. Bon, vous avez raison de souligner le paradoxe ou même l'antinomie, hein, parce que dans ce couple qui tout à coup réalise que ils vont avoir un enfant sans surprise, hein, sans aucune surprise. Donc s'il est sans surprise, il est sans liberté. Hein, donc faire un être parfait, ce serait faire un être qui ne serait pas à la lettre humain. Et dans le passage, on voit les parents qui réalisent cette impasse dans laquelle ils vont placer leur enfant. Et on voit le médecin, noir, et qui préconise la peau blanche, évidemment, à l'enfant, qui lui, pense que s'il y a perfection, il y a absence totale de hasard, hein, au prix, évidemment, d'une inhumanité, hein, puisque, vraisemblablement, l'humain ne peut pas être autre que produit de hasard. C'est en tout cas la leçon du film Bienvenue à Gattaca. On peut la discuter, et on la discute depuis, ça fait 25 ans que ce film est sur les écrans et suscite toujours autant de débats. Moi, il m'est arrivé des dizaines de fois presque d'avoir à discuter, commenter ce film. Avatar, c'est autre chose. C'est autre chose, mais en même temps, ça illustre un autre aspect du transhumanisme. C'est l'aspect radical adopté par les transhumanistes qui disent l'humanité c'est foutu, l'humanité c'est raté, l'humanité est complètement ruinée. La seule chose qu'on puisse essayer de faire, c'est d'échapper à l'humanité. Sortir du cadre. Sortir du cadre, absolument, absolument. Ne pas perfectionner l'humanité, en sortir. Non, ne pas, il faut progresser par sortir. degrés, changer de nature. Et Géraldine, oui, vous avez rappelé que le héros du film, c'est un handicapé. Hein. C'est quelqu'un qui est en petit fauteuil, hein, qui a été blessé à la guerre, il me semble. Et qui va bénéficier d'une des technologies les plus en vogue chez les transhumanistes, qu'on appelle le mind uploading. Mind uploading, c'est le téléchargement du contenu du cerveau, hein, sur d'autres matériaux ou éventuellement sur d'autres corps. Hein. Et donc, dans le film, hein, on assiste à cette espèce de transmutation, hein, de cet homme qui va sur son fauteuil roulant jusqu'à une machine qui va lui permettre de devenir un Navi. Navi, hein, c'est le nom de cette espèce-là, et qui va vivre, on se doute que c'est virtuellement, mais qui va vivre sur une autre planète que la Terre, parce que la Terre, c'est fini, hein, une planète qui s'appelle Pandora. Hein, donc. Alors ça illustre donc cette nécessité dans laquelle les transhumanistes pensent que nous sommes, c'est-à-dire de quitter notre humanité par tous les moyens, hein, et le mind uploading, le téléchargement est l'un de ces moyens qui nous dote d'une manière d'immortalité, vous vous en rendez bien compte. Et puis c'est l'autre idée des transhumanistes, que la planète Terre est fichue et il faut faire autre chose. Et aujourd'hui, Elon Musk, que vous connaissez, donc, qui est en train de travailler à ce que nous puissions bénéficier d'un aller simple sur Mars en 2030, il est dans cette perspective-là. Il pense que la planète Terre doit être quittée et il faut qu'on colonise l'espace. Hein. Le regain aujourd'hui de la recherche en aéronautique, hein, est tenu par des sociétés privées qui ont cette idée transhumaniste qu'il faut, pendant qu'il en est encore temps, quitter la planète Terre. Donc c'est intéressant de voir donc, ce culte de la perfection, hein, qui est proprement inhumain, et cette aspiration à quitter effectivement le cadre,
et surtout à quitter la planète dans laquelle nous sommes condamnés. Les images de la nouvelle humanité seraient-elles inhumaines? Est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là, Orlan? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est juste un autre type d'humanité qui se développe autrement, qui va ailleurs, autrement, plus loin, dans un endroit où on n'avait même pas imaginé, quoi, comme cet Android que j'ai dans cette poche, que je n'avais jamais imaginé. Mais ça n'empêche pas que c'est toujours moi et que c'est moi qui le tiens et qui peut en faire ce que je veux. Donc voilà, j'espère qu'on va vers une humanité comme ça, qui aura encore des possibilités de maîtrise de quelque chose. Alors on va voir, parce que l'heure avance, on va voir des dernières images. Donc d'une part, des photos d'Yves Gélier que vous avez proposées justement sur cette hybridation. En fait, ce sont des robots androïdes. Ce sont les images 6, on peut les voir, on va les voir s'afficher derrière moi. Ce qui m'a intéressé avec ces images, c'est effectivement cette espèce de work in progress. Alors là, on n'est plus à l'intérieur de l'homme, on est à l'intérieur d'un robot qu'on est en train d'humaniser. Et pourquoi finalement, on a déjà évoqué cette question, pourquoi finalement l'affubler de vêtements humains? Pourquoi ne pas complètement assumer, un petit peu à la manière d'Avatar d'ailleurs, d'avoir une autre couleur de peau, une autre manière de se déplacer? Pourquoi finalement avoir besoin de robots? Et pourquoi ce choix d'image, Jean-Michel Beignet? Moi, j'aime bien le travail d'Yves Gélier, qui est un photographe qui s'est spécialisé depuis de nombreuses années dans la photographie des humains androïdes. Mais vous voyez, ce qui l'intéresse beaucoup, au moins dans ces deux images, c'est de montrer le bricolage dont résulte l'humain androïde. On fabrique du robot androïde, avec du fil, avec des pinces, enfin, etc. Donc on est dans la fabrication. Alors il n'y a pas de leçon particulière à en tirer. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est cette obsession qu'ont les Japonais, les Coréens du Sud, de multiplier des robots androïdes. Comme si on s'était installé dans l'idée que la relève de l'humanité se fera par cette robotique androïde. Parce que ça faudrait garder quelque chose de l'humain quand même, oui, c'est ça? Bien sûr, ça préfigure, c'est une espèce de transition, ça préfigure le passage de l'humanité à une post-humanité. La transition, ce sera sans doute cet humain androïde qui va hériter, il faudrait qu'il va hériter du meilleur de l'humain. Donc il y a quelque chose aussi presque de démiurgique au bon sens du terme. C'est-à-dire vraiment, là, on va faire advenir quelque chose de nouveau. Et cet humain androïde, il va nous marginaliser. Il va nous marginaliser parce que lui, il va pouvoir évoluer, alors que nous n'évoluons pas. Notre cerveau, il n'a quasiment pas évolué depuis des milliers d'années. Alors que le cerveau d'un robot, il va considérablement évoluer et il va nécessairement nous supplanter. Jusqu'à ce que lui-même produise un autre être qui le supplante, etc. On peut imaginer ça aussi. Orlan, on va finir avec votre prochaine œuvre qui s'appelle L'Orlanoïde, striptease électronique et verbal. C'est une œuvre que vous pourrez voir dans l'exposition Artistes et robots qui aura lieu au Grand Palais du 4 avril au 9 juillet 2018. Alors, c'est la pièce finale de l'exposition. Alors là, ce n'est pas un robot qu'on anthropomorphise ou qu'on androïdise, c'est vous-même qui vous orlanoïdisez. Est-ce que c'est un bon néologisme pour le dire? Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure sur le « je suis, je somme ». Comment vous avez pensé cette œuvre, Orlan? Alors pour moi, effectivement, cette œuvre est très importante parce que c'est un peu l'apogée de tout mon travail, le développement logique, mais vraiment avec un énorme saut, en tout cas technologique. Et je me suis beaucoup intéressé effectivement aux robots, dont cette fameuse Sophia dont on a vu. Bon, je me suis beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle, mais qui actuellement est plutôt la stupidité artificielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les robots qui ont de l'intelligence artificielle, finalement, fabriquent de la poésie, fabriquent du cadavre esquis.
en répondant toujours un peu à côté, ou parfois avec, ou parfois autrement, ou parfois ayant des fabricateurs de textes à partir de mots qu'on lui donne. Donc, moi, je me suis dit qu'il me fallait bien sûr une petite brique d'intelligence artificielle dans le robot, dans mon orlanoïde, mais que ce n'était pas le plus important. Ce qui était important, c'est que dans l'autre plateau de la balance, il y ait aussi de l'intelligence collective. Et donc, j'ai demandé à beaucoup de personnes de poser des questions de l'orlanoïde à Orlan et de Orlan à l'orlanoïde. Et donc, j'ai reçu beaucoup de réponses, mais je dois dire que là aussi, c'est comme dans les chats dans l'Internet, on voit aussi beaucoup de stupidité collective. Donc c'est un peu dérangeant d'essayer d'apporter quelque chose, et je crois en l'intelligence collective, mais si on est, et c'est un film que j'aurais aimé montrer en Idiocratie, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est aussi un film de science-fiction, je fais une parenthèse pour dire ce qu'il est. Je vous conseille de le voir, ce n'est pas un grand film, ce n'est pas la nouvelle vague, hein, mais c'est au niveau cinématographique, mais c'est donc un mec qui se fait gelé, cryogénisé, et qui, par inadvertance, tout à coup, ça dégèle, et il se retrouve dans un monde 300 ou 400 ans après, alors qu'il devait... Comment ? C'est Hibernatus ? Non. Non, il n'y a pas Louis de Funès. Non, hélas, mais non, il n'est pas là. Mais le film est très drôle, mais on rit jaune tout le temps. Hein. Mais grave, on se demande de quoi on rit. Et effectivement, tout à coup, il tombe dans un monde, c'est absolument abominable. Le président des États-Unis est 10 000 fois plus con que Trump, c'est très difficile. Il est vraiment abominable. Ce qu'on voit à la télévision, c'est abominable. Ce que l'on mange, c'est pas du manger. C'est vraiment atroce, etc. Donc, je vous conseille de voir ce film Idiocratie. Vous allez rire beaucoup. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, on a vraiment l'impression qu'on a absolument besoin justement d'intelligence collective et de gens qui se réveillent et de jeunes qui créent des porosités pour qu'on puisse se raccrocher à quelque chose, parce que la paroi est très très lisse. On est vraiment en train de tomber en idiocratie. Donc, effectivement, donc moi j'ai voulu voir comment ça se jaugeait, comment ça se passait entre l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. Et ça va être, j'appelle ça donc striptease en électrique et verbal, parce que j'ai fait beaucoup d'œuvres qui s'appellent striptease. J'ai fait par exemple une exposition qui s'appelait Orlan striptease des cellules jusqu'à l'os. Là, nous avions striptease en tangible en nanoséquence, etc. Et je rattache ça à une œuvre du tout début de mon œuvre qui s'appelait Striptease occasionnel à l'aide des draps de mon trousseau, et qui est en fait très prémonitoire par rapport à tout le reste. Et donc, ce striptease, enfin, et parce que le personnage qui va être dans les écrans, eh bien, c'est mon visage, c'est moi, qui va poser des questions à l'orlanoïde, et l'orlanoïde va aussi me poser des questions. Et donc, c'est ce travail de questionnement, on pourrait dire presque comme ce que vous avez vu tout à l'heure, Orlan striptease, tangible striptease en nanoséquence, une sorte de conférence où je vais essayer de passer ce que j'ai pu dire dans mon travail qui me paraît le plus essentiel et qui va me permettre de dire un certain nombre de choses sur notre société, sur le futur, etc. Ce personnage, bien sûr, est entièrement animé, donc il a mes mimiques, il a ma gestique, il a ma voix, et il bouge. Il va même danser et il va même chanter. C'est vous? Non, ce n'est pas moi. Ah non, je ne me confonds pas du tout avec une chose. C'est une sculpture, une chose qui effectivement parle, parce qu'on le programmera à sa parole, et qui répondra. Donc il y a toute une partie, en fait, qui est assez, on pourrait dire,
je ne sais pas si c'est astucieuse ou ironique, par rapport à l'intelligence artificielle, qui fera croire qu'il y a vraiment de l'intelligence artificielle. Et en fait, effectivement, ça sera complètement programmé d'avance. Mais la plupart des choses que l'on voit sur les robots, effectivement, il faut se méfier du montage vidéo. C'est souvent, justement, un truc complètement préfabriqué. Donc, je ne peux faire qu'avec ce que l'on a actuellement et faire en même temps un diagnostic sur où nous en sommes par rapport aux humanoïdes, par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à l'intelligence collective. Donc ça sera plutôt, on pourrait dire, une espèce de constat et en même temps de points et de points de vue par rapport à mon œuvre et à ce que j'ai construit jusqu'à présent. Bon bah merci beaucoup, merci à vous deux, merci Orlan, merci Jean-Michel Baignan. On finit avec cette idée d'intelligence artificielle qu'on n'avait pas encore évoquée et avec cette idée aussi de poésie qu'il s'agirait de faire émaner d'une intelligence plutôt collective, en tout cas que préfabriquée. Et à vous, le public, si vous avez des questions, je vous passe avec plaisir mon micro ou un micro que Laurence a dans les mains. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Bonjour. Comme ça, à chaud, je suis surpris par la symétrie de chacune des choses que vous avez montrées. Sur l'écorché, par exemple, effectivement, il y a donc un personnage central. La gauche et la droite n'est pas exactement symétrique. Et sur la dernière image, là, elles sont similaires. Et il y a à nouveau un personnage central. Donc, l'objet, vous, mais pourquoi avoir un classicisme aussi grand sur, disons, la macrostructure de l'image? Écoutez, c'est des choses qui se fabriquent, qui s'élaborent pendant très longtemps et au final, ça se montre de cette manière-là. Pour moi, c'était vraiment très important qu'il y ait deux écrans et pas un seul, pour qu'il puisse y avoir que très clairement, dès le départ, on parle de dialogue entre les deux. Il y aura des dialogues, bien sûr, d'images aussi. Que je sois le personnage central, c'est pas très étonnant. C'est un travail qui est à la fois qui se regarde. Alors on pourrait dire que ce n'est pas beau d'être narcissique, mais il faut quand même pas mal de doses de narcissisme pour arriver à vivre, sinon c'est impossible. Ce qui compte, c'est ne pas se perdre dans son reflet. Mais effectivement, il y a une idée entre les deux écrans aussi de miroir. Et le miroir, c'est une symétrie, mais une symétrie approchée, avec d'un côté quelque chose qui est, en tout cas le personnage principal, comme le reflet de moi-même, sans être moi-même. Donc aussi, le personnage central est là pour amener de l'étrangeté. C'est marrant parce que pour les physiciens, la symétrie, c'est la mort. Mais c'est jamais une symétrie totale. Hein. D'accord. On n'est jamais dans une symétrie totale. Regardez nos visages, on pourrait dire qu'ils sont symétriques, mais si vous regardez bien, j'ai un œil plus petit que l'autre, moins ouvert, et l'autre plus grand, etc. Et vous aussi, vous avez pas une symétrie parfaite. D'ailleurs, si vous reprenez la moitié de votre visage et que vous le mettez comme cela, ça devient tout de suite un truc absolument très difficile à regarder, quoi. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des imperfections, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, qui soit dans une certaine approximation, on pourrait dire, mais qui tend quand même vers cette symétrie. Mais qui parle? Vous parlez d'où, en fait? Vous avez l'air de vous intéresser beaucoup aux images. Ben oui, alors pardon, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un dialogue, mais je suis également très surpris dans le même ordre d'idées. Donc, à titre professionnel, je suis juriste, mais peut-être pour les remarques, là, on est plutôt dans le graphique. Et vous utilisez un rouge fluo pour barrer « je suis » avec une légère pente, mais moi, je le vois comme si vous aviez stabilo-bossé « je suis », c'est-à-dire vous ne l'avez pas barré, vous l'avez mis en évidence. Pour moi, barrer, voilà,
C'est raturé. Oui, un peu cancel, vous savez, qui je crois d'ailleurs à l'origine un mot français, mais à l'origine, canceller quelque chose, c'était le raturer à tel point qu'on puisse plus du tout voir ce qu'il y avait en dessous. Et moi, j'aurais donc, si vous voulez barrer j'aurais plutôt fait un crabouillage, vous voyez. Et ce rouge fluo, écoutez, on retrouve vous allez peut-être m'influencer, peut-être c'est ce que je vais faire. Mais oui, peut-être. Mais je pensais que quand même barrer dans la tête des gens, parce que ça va se passer plusieurs fois, barrer. C'est quand même barrer. Quoi. Pour faire un trait comme ça, il faut un outil, il faut une règle. Vous voyez, et le trait est exactement de la même épaisseur. Oui. Il faut le rotring, machin. Mais bon. Je ne vais pas m'en excuser, mais c'est une simulation qui va être très loin de ce qui va se passer réellement, quoi, en fait, ce qu'on va voir, quoi. Mais effectivement, j'enregistre l'idée de la rature. Peut-être que vous allez faire partie de l'intelligence collective d'une certaine manière, avec effectivement le côté artistique, plastique, et non plus uniquement sur le dialogue, sur le texte. Mais on peut avoir une objection sur... Monsieur le juriste, vous êtes vraiment... On peut avoir une objection sur la rature, c'est que si on rature, on ne voit plus le mot en dessous. Donc du coup, on ne voit pas ce qui a changé. Non, mais on le voit au départ. Comme si on ne s'arrête pas sur une image fixe comme celle-ci, effectivement. Mais ça ne sera pas des images fixes. Ouais. Bon. Ça change. Il faudra tout, découvrir alors... oui, venez, hein, n'oubliez pas. Venir au Grand Palais. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? Personne ne pourrait me donner d'autres conseils sur mon œuvre. Qu'est-ce que je pourrais changer? Ou des conseils à Jean-Michel faire Peignet mieux, aussi. Améliorer. Voilà, moi je veux bien qu'on soit tous augmentés, géniaux ensemble. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, parce que j'ai vu récemment la série Black Mirror. Alors, on aurait pu aussi mettre des extraits de Black Mirror. Oui, parce que j'ai pensé à l'épisode où une femme perd son mari et commande la réplique. On parlait beaucoup de tout à l'heure la différence entre l'âme et le corps. Et cette femme met son robot ancien mari, enfin je ne sais pas comment l'appeler, le met finalement au placard. Parce qu'il a bien le corps, etc., mais pas l'âme. Alors moi j'ai pensé à vous, Orlande, disant est-ce que vous serez peut-être le premier robot qu'on pourra répliquer et acheter à mettre chez soi, je ne sais pas. Vous savez, ce que vous venez de raconter, je suis très heureuse qu'il y ait une femme qui se fasse faire un mari parce que j'ai failli travailler, alors que je travaille avec une entreprise française pour faire cela, qui est à Ivry. En fait, j'ai failli aller travailler en Californie, où ils sont spécialistes de faire en fait on pourrait dire des femmes gonflables améliorées, mais ce sont des humanoïdes, enfin baisables. Et effectivement, si un mari sa femme est morte, ou bien si sa petite amie l'a quitté, il peut voir donc ces personnes-là, leur dire écoutez, elle était comme ça, donc vous me la refaites exactement comme ça, mais si vous pouviez lui rajouter des seins un peu plus gros, je préférerais, allez-y. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont mis de l'intelligence artificielle donc dans ce mannequin baisable, et quand on le met en route, elle dit « Tu t'appelles comment ?» Et alors, si vous lui dites je m'appelle Jean, le lendemain, quand vous la réallumez, elle va vous dire « Ah, Jean, tu vas bien, tu as bonne mine, tu as bien dormi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» Elle va dire Jean plusieurs fois, bon, etc. Donc elle est réactive au niveau de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, je ne connaissais pas du tout ce film, c'est dans la même idée que ce film. Mais je pense qu'il vaut mieux se faire fabriquer ce que l'on veut et se faire, comme moi j'ai essayé de me faire, un autoportrait ou quelque chose d'autre que juste la réplique de quelqu'un qui n'existe plus. Vaut mieux faire peut-être quelque chose de complètement nouveau. On va s'arrêter là-dessus. On doit laisser la salle. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre et merci à vous deux.